Choisir un camp. Chapitre 1. Début de la guerre. 1939. Campagne de Pologne. Depuis le début de la guerre en Allemagne, le Führer a décrété une priorité absolue pour tout ce qui concerne l'effort de guerre. Il est donc entendu que sur tout le territoire du Reich et des pays occupés, des lits et des installations sanitaires et opératoires peuvent être réquisitionnés par la Wehrmacht, aussi bien dans les hôpitaux que dans les institutions de convalescence et de revalidation. Moi, Walter Scheller, 26 ans, je me suis retrouvé embarqué dans cette guerre comme Sonderführer, dans un service médical divisionnaire incluant des convois sanitaires engagés dans le transport centralisé des blessés. Avec la conscription de Sonderführer pour le service militaire, la Wehrmacht peut exploiter mes compétences de médecin, mais je ne suis pas formé comme un soldat. Comme tous les Sonderführer de la Heer, et comme sous-officier, je porte l'uniforme militaire standard, mais de couleur gris-bleu, et l'insigne de mon métier avec un bâton et un serpent de couleur or sur la manche. Dès 1939, j'ai donc été incorporé comme chirurgien dans la 14e division d'infanterie, mobilisée dès le 3 août et déplacée en Silésie. Jeune chirurgien orthopédiste, je n'ai exercé mon art qu'une année dans le civil, avant de me retrouver mêlé à cette guerre que j'espérais ne jamais voir arriver, même si je savais que je me berçais d'illusions. C'est ainsi que j'ai dû laisser femme et enfants pour intégrer le service médical du 11e régiment d'infanterie de la 14e division. En réalité, je ne l'ai rejoint que le 1er septembre 1939, lorsque ma division a franchi la frontière polonaise à Rosenberg. Je suis alors sous-officier du service médical dans la 15e compagnie. Les seules choses qui me distinguent des fantassins ordinaires sont mes poches médicales spéciales, mes flacons d'eau supplémentaires, mon écusson et mon brassard. Il n'a pas fallu longtemps pour que je sois confronté à mes premiers blessés de guerre, même si nos pertes ont été moins importantes que celles des Polonais. Le service médical divisionnaire a inclus des convois sanitaires engagés dans le transport centralisé des blessés. Cependant, il n'est pas possible de mener des opérations médicales sérieuses à ce niveau. Le service médical, comme d'autres branches de l'armée, s'est trouvé confronté à de nouvelles missions, de nouvelles tâches et de nouveaux problèmes avec la motorisation et la mécanisation. La campagne de Pologne a offert la première occasion de tester l'organisation des services médicaux de notre armée dans ce conflit. Nous devons résoudre les problèmes de l'approvisionnement médical et du transport, en particulier dans une guerre de mouvement. Notre service médical, comme dans toute armée, émane des unités de combat, et chaque unité d'infanterie dispose initialement d'un soldat formé aux soins infirmiers. Et bien sûr, tout le personnel médical, y compris les porteurs de civières, porte à la ceinture une trousse de premier secours. Chaque secouriste formé a un lot de ces trousses, qui ressemblent à des gibernes non compartimentées, mais un peu plus grandes. Le sac à gauche contient du matériel de pansement, des ciseaux, une pince. Dans celui de droite sont disponibles de la teinture d'iode, de la pommade de zinc, de la pommade de formaldéhyde pour la désinfection, et d'autres matériels de pansement, mais aussi des stimulants circulatoires et 20 comprimés d'une préparation faible d'opium. Le personnel médical auxiliaire, comme les brancardiers, ne transporte que des pansements dans ces trousses de secours, dont il y a aussi un exemplaire dans chaque véhicule à moteur. En revanche, chaque véhicule de transport de malades dispose d'un sac de secours. De plus, comme dans chaque compagnie, au poste de secours, nous disposons d'une caisse de combat pour les premiers soins, avec diverses boîtes contenant les médicaments et leurs notices, du matériel de pansement, des instruments, des antidotes contre les agents chimiques cutanés en poudre et en comprimés, ainsi que des feuillets d'accompagnement, du sérum antitétanique, des attelles en métal, ainsi que 2 trousses de secours et 2 sacs à dos de secours, chacun rempli de matériel de pansement et de quelques médicaments, notamment contre le choc. Il y a aussi 2 appareils d'oxygénothérapie, 2 brancards de campagne, 2 supports de brancards de campagne, 12 couvertures,
un drapeau de la Croix-Rouge ainsi qu'un appareil pour la purification de l'eau. Cet équipement peut répondre aux exigences des grandes opérations et est transporté sur une voiture d'équipement médical spécial. Au combat, mon équipement de médecin militaire de la compagnie, ainsi que mon équipement personnel que je porte avec moi dans un étui en cuir, servent à l'établissement du poste de secours de combat, ou Truppenverbandplatz, couramment appelé TVP, dont est chargée la section sanitaire de la compagnie, sous ma direction, non loin du quartier général du bataillon et aussi près que possible du front, c'est-à-dire à environ 500 mètres de la ligne de front, hors de portée des armes légères et des tirs directs de chars et de canons, mais néanmoins à portée de l'artillerie ennemie. En saison estivale, la TVP est constituée de tentes, à moins qu'un bâtiment soit disponible, condition nécessaire en hiver. En tant que médecin d'une compagnie, j'ai un assistant, chargé d'apporter son soutien dans le traitement des patients au niveau de la compagnie médicale. Il s'occupe donc des blessures mineures et des maladies courantes, prodiguant les soins nécessaires pour assurer le bien-être des soldats. Comme Oberarzt, c'est-à-dire médecin-chef, j'occupe une position de supervision au sein de la compagnie médicale. Outre mes tâches médicales, je suis également responsable de coordonner les activités médicales et de veiller à ce que tous les aspects des soins soient bien organisés et efficaces. Les blessés reçoivent les premières mesures de sauvetage sur le terrain, telles que l'arrêt des saignements importants et un pansement d'urgence, puis sont transportés hors de la ligne de combat jusqu'au poste de secours de combat par les infirmiers de la compagnie, éventuellement renforcés par des porteurs de brancards formés à cette tâche, ainsi qu'au premier secours. Là, les blessés reçoivent les premiers soins médicaux. Les pansements d'urgence appliqués en avant sont renouvelés. Des pansements occlusifs sont appliqués sur les plaies ouvertes du thorax. Si nécessaire, des mesures sont prises pour immobiliser les extrémités blessées, pour éviter l'asphyxie, comme la trachéotomie, ou pour lutter contre le choc à l'aide de périston, de sérum physiologique, de coramine et ainsi de suite. Nous administrons aussi des sulfamides, des analgésiques, y compris des narcotiques ou du sérum antitétanique. Très souvent aussi, lors de blessures abdominales, nous devons évacuer la vessie par cathétérisme ou ponction suprapubienne pour éviter un phlegmon urinaire. Les interventions chirurgicales ne sont effectuées que comme mesure de sauvetage ou pour rendre le patient transportable. L'aide d'un chirurgien spécialiste ne peut généralement pas être fournie au poste de secours de combat, et aucune disposition n'est prise à cet effet. Heureusement, je suis moi-même chirurgien, ce qui facilite pas mal de soins. Tout blessé est porteur d'une feuille de route, le Wundzettel, visiblement attaché à l'uniforme ou au blessé lui-même. Y figurent les premières constatations concernant la blessure et les mesures prises, par exemple l'administration de médicaments, le moment où un garrot a été appliqué ou celui où une blessure saignant abondamment a été ligaturée. Pour une identification rapide, les étiquettes sont munies de bandes de couleurs différentes sur un côté, selon que le blessé est capable de marcher, qu'il est transportable ou non, qu'il est porteur d'une maladie contagieuse ou non. Les soldats sont ensuite transportés depuis le poste de secours de combat jusqu'au poste de secours principal de la compagnie médicale de la division, après avoir été rendus transportables. La plupart du temps, des aires de stationnement sont aménagées à proximité des postes de secours pour permettre aux véhicules de transport sanitaire à moteur ou hippomobile ou bien du train sanitaire de se tenir prêts pour le transport de retour. Dans des cas exceptionnels, notre poste de secours de combat peut également organiser un transport par avion. Dans des conditions calmes, j'ai aussi la possibilité de mettre en place des dispensaires locaux, assumant les tâches d'un hôpital de campagne. Mes tâches comme médecin militaire comprennent également la prophylaxie des épidémies et des maladies, la surveillance des mesures d'hygiène, en particulier de l'approvisionnement en eau dans les installations de fortune. Mais cette campagne de Pologne a été très rapide, et nous n'en avons pas eu l'occasion. Cette campagne a aussi été un baptême du feu pour plus d'1 million de soldats allemands, des hommes ordinaires. Pourtant, dès leur arrivée en Pologne, ils se sont livrés à des exactions, brûlant des villages entiers, terrorisant la population et massacrant des civils. Des infractions graves aux droits de la guerre ont été commises. Pourquoi?
de tels agissements extrêmes? Qu'est-ce qui a transformé ces soldats en meurtriers sans scrupules? Comment se fait-il qu'ils aient été si peu nombreux à refuser de se compromettre? On nous inculque pourtant dès l'enfance qu'on ne doit pas tuer ses semblables. C'est ce que moi j'ai appris en tout cas. Mais apparemment, la propagande a pris le dessus dans les esprits de beaucoup. La race supérieure a des droits sur les autres. Le 1er septembre, à 5h moins le quart, tapante, notre artillerie ouvre le feu. Au même moment, l'infanterie franchit la frontière. L'ennemi n'oppose d'abord aucune résistance. Puis nous recevons les premiers obus. Quel profond sentiment d'ineptie. Ensuite, l'armée allemande, très mobile, pénètre en Pologne. La stratégie est simple. Anéantir l'ennemi aussi vite que possible par une offensive coup de poing, fulgurante, grâce au haut degré de motorisation de la Wehrmacht. L'armée progresse tellement vite que les unités de ravitaillement ont du mal à suivre. Dès les premiers jours, notre armée multiplie les percées dans les lignes de défense polonaises. La peur joue un rôle essentiel. Toutes les opérations ont pour but de terroriser la population polonaise. Cette stratégie contribue aussi à saper le moral de l'armée polonaise et rend difficile sa mobilisation à l'arrière du front. La Luftwaffe pilonne sans relâche le territoire polonais, y compris loin du front, ciblant des convois militaires mais aussi des civils. Comment peuvent-ils faire ça? Dans son discours radiodiffusé, Hitler a prétendu que cette nuit du 1er septembre, la Pologne s'est attaquée à notre territoire avec son armée régulière. Il a précisé que nous avons riposté depuis 5h45. Je sais bien que tout ça est faux. Tout ce qu'il veut, c'est son fameux espace vital à l'Est. Certes, le territoire polonais était autrefois partagé entre la Prusse, l'Autriche-Hongrie et la Russie, et le traité de Versailles avait reconstitué un État polonais au détriment des vaincus, notamment nous, les Allemands. Notre sort est donc irrémédiablement lié à celui de la Pologne. Depuis le morcellement de ce pays, il y avait une règle d'or en Europe. Si l'Allemagne gagnait quelque chose, c'était au détriment de la Pologne, et si la Pologne gagnait quelque chose, comme en 1919, c'était aux dépens de l'Allemagne. Et lors de ce traité, l'Allemagne avait donc dû concéder des territoires à l'ouest, avec l'Alsace et la Lorraine désormais rattachées à la France, mais surtout à l'est, avec la Prusse occidentale, la Posnanie et une partie de la Silésie et enfin Danzig, décrétée ville libre, tandis que la Prusse orientale se retrouvait séparée du reste du pays. Ces territoires perdus à l'est constituaient l'un des rares sujets de consensus entre les partis politiques de la République de Weimar. Ils s'affrontaient farouchement, gauche et droite, communistes et nazis, mais ils avaient un point commun, le rejet ou la critique des nouvelles frontières de la Pologne. Le peuple allemand avait été floué, trahi. Les débats sur les questions frontalières échauffaient toujours les esprits, et les milices, comme les corps francs, attisaient la discorde et des affrontements violents avec les nationalistes polonais. Si les choses semblaient s'être calmées par la suite, de nombreux Allemands rêvaient d'une revanche sur le voisin polonais tant détesté, et l'occasion s'est présentée en septembre 1939. Mon régiment avance de la région de Rosenberg en direction de Częstochowa, sur le territoire polonais. À Klepacka a lieu la première bataille avec les unités polonaises. La division pousse ensuite au nord de Częstochowa et plus loin, vers Maluszyn et Józia. À Solek, le passage de la Vistule est forcé et les troupes continuent à avancer sur Lublin. Un phénomène particulier accompagne la progression de notre armée. Nos troupes craignent les tireurs civils embusqués. Aussi, les unités mènent une répression sans merci. Ils incendient tous les villages. Aucune maison n'est épargnée. Il est vrai qu'à l'arrière, j'ai vu des fermes en flammes à perte de vue. C'est, paraît-il, nécessaire pour répondre à la résistance sournoise des Polonais et des tireurs d'élite qui se cachent partout, francs-tireurs ou simples civils. La Wehrmacht s'attend à une opposition massive de la population polonaise à notre invasion. En conséquence,
Elle a prévenu ses troupes en leur inculquant que les Slaves sont perfides. Il y a beaucoup de Juifs parmi eux. Il faut donc s'en méfier. Ils empoisonneraient sûrement les fontaines et les civils prendraient certainement les armes pour nous attaquer en traîtres à la moindre occasion. Les soldats se sont donc montrés impitoyables envers les civils. Partout où nous sommes passés, les traitant en bloc comme des résistants. Mais c'est une chasse aux fantômes. En réalité, je ne pense pas qu'il y ait eu chez les Polonais de structures organisées de résistance, pas plus que de plans d'intervention à grande échelle d'unités de sabotage à l'arrière de nos lignes. Lors d'une étape, nous nous sommes retrouvés entourés d'une ribambelle d'enfants qui nous regardaient avec étonnement. J'ai donné Dipfennig au garçon qui m'a donné de l'eau. Il a eu l'air réjoui et m'a dit merci. Mais mon empathie ne semble pas avoir sa place dans les plans de guerre du Führer. Seul le droit du plus fort semble s'appliquer avec une dureté extrême. J'ai entendu dire que derrière nous, les Einsatzgruppen font le ménage. Mais que sont-ils censés faire? Je l'apprends par la suite. Il s'agit pour eux d'éliminer la vermine juive. De nombreux soldats allemands sont aussi imprégnés que les SS des plus vils préjugés racistes à leur arrivée en Pologne. Beaucoup lisent Der Stürmer, une revue nauséabonde, et sont habitués à voir ces caricatures, ces personnages aux traits déformés censés représenter les Juifs. En Pologne, ils se sont trouvés confortés dans leurs préjugés, en découvrant les Juifs orthodoxes qui vivent dans les shtetl. Les caricatures y trouvent leur justification. Ceux qui ne sont pas radicalement hostiles aux Juifs peuvent le devenir à cette occasion. Si j'ajoute à cela la tradition de haine envers les Slaves et des Polonais bien établis en Allemagne, la boucle est bouclée. Les nazis en ont fait des sous-hommes haïs et méprisés qu'il faut persécuter et combattre au même titre que les Juifs, car ils sont des ennemis du peuple. En attendant, le rouleau compresseur de la Wehrmacht poursuit sa progression, écrasant au passage toute résistance. De nombreux civils sont tués au cours des combats, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et malheureusement, il y a aussi des viols de la part de soldats allemands. Mais les Polonaises risquent plus que leurs agresseurs si elles osent se plaindre. Ces violences sexuelles souvent collectives, commises par des soldats de l'armée régulière, mais aussi par des membres des Einsatzgruppen ou de la Gestapo, sont souvent qualifiées comme des actes de cohésion, au prétexte que ces crimes commis ensemble soudent le groupe, permettent aux hommes de continuer d'aller de l'avant dans cette guerre criminelle. Pour les troupes allemandes, la population polonaise s'apparente à du gibier. Les hommes pensent qu'ils sont dans leur plein droit et qu'ils ne seront pas sanctionnés. Ils sont surpris lorsqu'ils font l'objet d'une procédure de la police militaire, ce qui est cependant assez rare. Notre division est en première ligne et nous avons dû attendre une semaine avant que les troupes puissent se reposer. Les soldats découvrent la guerre dans toute son horreur. Ils progressent sans relâche et bon nombre d'entre eux perdent la vie. Je me souviens de cette étape proche d'un moulin. La meunière s'était cachée dans la cave. Lorsque les soldats l'avaient découverte, elle avait l'air hagard. L'officier auprès duquel elle avait été amenée avait heureusement demandé à ce qu'elle soit relâchée. 2 semaines après le début de l'offensive, notre division combat toujours en première ligne, impliquée dans de violents combats depuis des jours et menacée de toutes parts par des francs-tireurs. Le 10 septembre, nous sommes déjà au sud-ouest de Radom, et le 15, nous nous rapprochons de Lublin. Dans un village, les hommes d'un de nos régiments ont été, paraît-il, canardés toute la nuit. Aussi, il a été décidé une opération de nettoyage. Partout, ils ont fait sortir les civils et les soldats polonais, et pas un seul n'en a réchappé. Même les chiens ont été abattus. Moi qui suis à l'arrière, au fur et à mesure de la progression, je vois bien les routes jonchées de cadavres de chevaux, de vaches et d'oies, les maisons et les arbres calcinés. Il y a des morts pour lesquels nous ne pouvons plus rien faire, mais aussi des blessés auxquels il faut venir en aide. Quelques officiers isolés ont bien signalé que les troupes dépassent les bornes, qu'il faut les reprendre en main.
Mais tout ce qui semble préoccuper les généraux, c'est l'ombre que leur font la police et l'ISS. En vertu d'une culture de l'obéissance profondément ancrée dans la mentalité allemande, rares sont ceux qui prennent leur distance avec cette banalisation du crime. S'ajoute à cela l'exaltation par l'État nazi de la camaraderie masculine sur fond d'idéologie raciste. Beaucoup de soldats se sentent ainsi confortés dans leur virilité et finissent par considérer leur formation militaire comme un substitut de famille au sein de la communauté nationale de combat promue par la propagande. La camaraderie est le ciment qui unit la Wehrmacht partout où elle intervient. La guerre est une initiative collective dans laquelle l'individu renonce à son libre arbitre. Rallié autour du drapeau, on ne pense plus qu'en termes de collectivité et on protège avant tout ses propres camarades. L'ennemi n'a guère d'importance, il faut l'exterminer. C'est une dynamique psychologique qu'on observe apparemment dans toutes les guerres. Lublin est conquise le 18 septembre, puis une tête de pont est formée sur le Wieprz à Biskupice. Après avoir rencontré l'armée rouge, la division entame le repli sur Radom le 30. Dans cette ville, les SS ont procédé à une rafle dans le quartier juif la semaine précédente. Les Einsatzgruppen ont pour consigne de réprimer tous ceux que les nazis ont désignés comme les ennemis du peuple. Les Juifs ont été séparés du reste de la population, puis humiliés, brutalisés, torturés. Parmi la population non juive, les SS ont ciblé aussi des intellectuels, des religieux et des aristocrates. Au sein des forces allemandes, l'opposition à cette violence est quasi inexistante. Les gens qui ont eu des cas de conscience et essayé d'enrayer la machine sont des exceptions. Nous avons accompli 450 kilomètres de marche. Mon périple en Pologne s'achève avec la chute de Varsovie, sans doute la première ville à être détruite par les airs. La Luftwaffe a concentré toutes ses forces sur la capitale polonaise. Et là encore, il n'y a plus de distinction entre les populations civiles et militaires. Mon régiment a été transporté par train à Krefeld. Lorsque nous sommes rentrés en Allemagne, j'ai beaucoup discuté avec des soldats dont beaucoup sont hantés par ce qu'ils ont vu et fait. Ce qu'il en ressort, c'est qu'ils se sont concentrés sur leurs tâches militaires. Ils essaient de sauver leur peau en tant que soldats quand c'est possible. Ils ne pensent à rien d'autre. Ils n'ont pas de droit, juste le devoir de suivre leur chef. C'est une obligation. Ils ne peuvent pas s'y opposer. Ce serait de la désertion, et les déserteurs, on les fusille. Beaucoup ne sont pas des soldats par nature, mais il faut obéir, sinon on les aligne contre un mur. Voilà ce qui résulte de l'éducation prussienne du soldat. On ne demande pas pourquoi il faut obéir à un ordre, mais comment l'exécuter. La règle, c'est qu'aucun officier et aucun soldat ne doit savoir plus que ce qui est nécessaire pour l'exécution de son ordre. On ne peut pas remettre en question un ordre. Pourquoi? Ça fait tout simplement partie de l'éducation militaire en Allemagne. Les soldats qui se sont confiés à moi sont de tout jeunes soldats, formatés, confiants dans les succès militaires de l'Allemagne, et terrorisés pour certains. Rares sont ceux qui, même avec le recul, se remettent en cause. Tous les soldats du grade le plus haut au plus bas disent « Il faut obéir aux ordres, on a prêté serment au Führer ». C'est ce qu'ils ont fait. C'est vraiment désolant. Ils sont si peu critiques. Ils préfèrent mourir. Le Führer ordonne et nous suivons, moi compris. Quelques-uns m'ont déclaré avoir aimé servir dans l'armée, mais avoir envie désormais de tailler leur uniforme en pièces. Encore faut-il être en mesure de voir et de comprendre ce qui se passe, d'avoir une conscience et d'être attaché à des valeurs humaines, de se laisser toucher pour réagir ainsi. À la fin du mois de septembre, la division est déplacée vers l'ouest et dans la région au nord de Krefeld. En décembre 1939, nous sommes dans la région de Mönchengladbach-Reit. Aussi, j'ai pu avoir une permission et passer Noël chez moi à Leipzig, pour la plus grande joie de ma famille. Finalement, je n'ai passé que 3 mois et demi loin de mon Elke
et de mon fils Dietrich, qui n'avait que 2 mois lorsque j'étais partie. Ma mère est aussi soulagée que ma femme, elle qui m'a élevée seule depuis la mort de mon père à la fin de la Grande Guerre, alors que j'avais tout juste 5 ans. Lui qui était passé à travers les mailles du filet de la guerre n'avait pas survécu à la grippe espagnole, et ce, 5 mois avant l'armistice. Nous avons vécu grâce à la modique pension versée par l'armée et le salaire de professeur de français et d'anglais de ma mère, qui parle également italien. J'espère que Hitler se contentera des annexions faites l'année précédente et de la conquête de son territoire en Pologne. C'est sans doute mal connaître ses intentions. Il est vrai que la politique et moi, ça fait 2. Pendant ces dernières années, je me suis surtout consacrée à mes études de médecine, ce qui ne veut pas dire que j'ai été sourd et aveugle face à ce qui se passait dans le pays. Difficile surtout de passer à côté du programme touchant les hommes, des femmes et des enfants juifs qui avait eu lieu les 9 et 10 novembre 1938 dans ma ville, jusque-là surtout réputée pour sa faculté de médecine et non pour des faits de violence. Les auteurs étaient des membres de la SA, de la SS, de la Gestapo, ainsi que des citoyens, tandis que les responsables regardaient les biens juifs de la ville être détruits. À Leipzig, il paraît qu'il y avait une plus grande concentration de juifs nés à l'étranger que dans d'autres villes allemandes, ce qui avait eu un effet négatif sur leur situation, car les représailles contre les juifs de Leipzig avaient déjà commencé avant le pogrom de novembre. Cette haine raciale institutionnalisée dans mon pays me fait peur. Certes, l'antisémitisme flambe dans beaucoup de pays d'Europe depuis pas mal d'années, mais pas à ce point. Et toute cette propagande autour de la pureté de la race allemande et de l'espace vital me fait dresser les cheveux. Inutile de dire que la loi de juillet 1933, imposant la stérilisation obligatoire pour les malades atteints de certaines maladies considérées comme héréditaires ou congénitales, m'est restée au travers de la gorge. Quand je pense que ces stérilisations ont fait l'objet d'un quasi-consensus dans la communauté médicale allemande, j'ai envie de vomir. Je ne regrette pas d'avoir choisi l'orthopédie, car depuis la loi de 1934, dite loi sur l'unification de la santé publique, les instituts d'hygiène, avec des médecins fonctionnaires aux ordres d'une administration centralisée, constituent un réseau de services de santé devenant un instrument efficace au service des dirigeants nazis pour prendre en main la population au niveau médical. D'ailleurs, depuis, les facultés de médecine ont perdu à peu près la moitié de leurs professeurs en raison des mesures anti-juives. Sans compter les milliers de médecins juifs en exercice qui se sont enfuis à l'étranger. Que sera l'avenir avec ceux qui nous dirigent? Depuis la campagne de Pologne, j'ai la conviction que les partisans de Hitler ont acquis tous les codes qui peuvent rendre possibles leurs exactions. L'absence de scrupules, la brutalité et l'intime conviction d'agir au nom de leur peuple et pour son bien. La volonté de nettoyer le peuple de ces éléments considérés comme nuisibles, comme le dit la propagande nazie, fait partie des missions fixées aux soldats, et ces derniers ont complètement intégré ces objectifs. Que vont-ils faire de ces éléments soi-disant nuisibles? Pourquoi ce plan diabolique? Où allons-nous ainsi? Ces questions me poursuivent.